Mercredi 21 décembre, vous êtes sur Al24 News. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Midi Info. Tout de suite, les titres. En Palestine, journée de grève générale décrétée en Cisjordanie occupée, alors que l'entité sioniste refuse de remettre le corps du martyr Nasser Abou Hamid à sa famille. Et entre l'Algérie et l'Allemagne, les voyants passent au vert. Les deux pays concluent un accord pour la production d'hydrogène et d'ammoniac destiné à l'exportation. Et puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky attendu à Washington pour une nouvelle aide militaire, alors que Pékin et Moscou mènent de nouvelles manœuvres navales conjointes. Direction la Palestine où une nouvelle vague d'arrestations opérée par les forces en Cisjordanie occupée. Une dizaine de personnes ont été arrêtées dans la région. Cette nouvelle agression intervient alors qu'un appel à la grève générale est décrété par la résistance palestinienne suite au décès du détenu palestinien Nasser Abou Hamid. L'administration pénitentiaire d'occupation a par ailleurs refusé, sous les directives du vice-premier ministre sioniste Benny Gantz, le transfert du corps du martyr Nasser Abou Hamid à sa famille. Une marche de colère a été organisée à Jenin pour protester contre les crimes de l'entité sioniste. À noter qu'ils sont plus de 4000 Palestiniens, hommes, femmes et mineurs détenus dans les prisons de l'occupation dans des conditions déplorables. Ce nom qui ne cesse de résonner en Palestine, le nouveau d'une longue liste de martyrs palestiniens atrocement tués par l'entité sioniste. Nasser Abou Hamid, 50 ans, décédé suite à une négligence médicale délibérée, un crime de plus commis par les camps sionistes qui l'avaient auparavant torturé dans l'une de ses geôles. Neila et Hamouda. Comme si les tortures atroces des prisonniers palestiniens de la part des forces sionistes ne suffisaient pas. Des milliers d'entre eux sont incarcérés dans des conditions inhumaines, maltraités, ils ne reçoivent pas les soins médicaux nécessaires et sont laissés pour compte. C'est le cas de Nasser Abou Hamid, du comte d'Al-Ammari, mort à l'aube à l'hôpital Astaf Harouf en raison d'une politique de négligence médicale délibérée. Autrement dit, un meurtre prémédité. Dans un communiqué de presse, le Centre palestinien d'études sur les prisonniers a déclaré que l'occupation a négligé le traitement du prisonnier Abou Hamid pendant des années, ce qui a entraîné une très grave détérioration de sa santé et la propagation d'un cancer. Et que l'entité sioniste a tergiversé pour lui prodiguer un vrai traitement. Et malgré l'existence d'un rapport médical recommandant sa libération pour ces derniers jours, le martyr Abou Hamid n'a pas été relâché. Le centre palestinien a ajouté qu'il tient l'occupant sioniste pour responsable. Connu pour sa lutte farouche contre l'occupant sioniste, Nasser Abou Hamid a été arrêté à plusieurs reprises, dont la première avant le soulèvement de 1987 et la dernière qui remonte à 2002, condamné à 7 reprises à la réclusion à perpétuité. Le directeur du centre Riyad al-Ashqar a appelé à la fin du silence international, dont le peuple palestinien paie le prix de sa vie dans les geôles sionistes. Le nombre de personnes tuées dans les prisons sionistes est passé à 233 martyrs depuis 1967. 74 ont trouvé la mort en raison d'un meurtre lent. Leurs seuls auteurs, ceux qui ont bafoué le serment d'Hippocrate. Pour sa part, le président de l'État de Palestine a annoncé une campagne internationale pour protéger le peuple palestinien contre les agressions sionistes en Cisjordanie, Al-Quds Est et à Gaza. Mahmoud Abbas qualifie l'assassinat de Nasser Abou Hamid de crime de guerre à part entière. Abbas s'exprimait à Ramallah lors d'une réunion sur l'action internationale pour faire face aux pratiques coloniales et racistes des autorités d'occupation.
Les voyants sont au vert dans le domaine de l'énergie. Le groupe algérien Sonatrach et l'allemand VNG AG signent un accord d'entente pour lancer le premier projet pilote de production de l'hydrogène vert en Algérie d'une capacité de 50 MW. Le projet signé à l'issue de la 4e journée algéro-allemande de l'énergie a pour objectif principal de maîtriser les technologies relatives au domaine des énergies vertes, selon le ministère de l'Énergie et des Mines Mohamed Arqab. Il s'agit dans un premier temps de réaliser des études de faisabilité. L'Algérie a la compétence et elle produit de l'hydrogène gris à travers tous les processing et les process qui existent au niveau de Sonatrach. Maintenant, on va passer à la production de l'hydrogène vert avec nos partenaires allemands que je salue et je remercie cette collaboration gagnant-gagnant entre nous et les Allemands. Nous sommes arrivés à monter un projet. Ce projet est très important pour le transfert technologique et pour la formation de nos opérateurs. Maintenant, quand est-ce qu'on sera prêt? On s'est fixé un délai jusqu'à 2030 pour avoir toute la technologie, toute la maîtrise technologique et coût sur cette énergie et de passer à une étape d'exportation de l'hydrogène. Ce qui est important pour nous, c'est un travail vraiment en commun. On veut créer les chaînes de valeur vertes du futur, mais des chaînes de valeur communes, où on aura une valeur ajoutée en Allemagne, mais aussi en Algérie, dans d'autres pays de l'Afrique. Pour nous, c'est très important. C'est pas un partenariat où il y en a un qui est plus important que l'autre, c'est un partenariat à égalité et de faire un vrai travail aussi de formation ensemble. Nous avons les outils pour ça et nous serons heureux de les pouvoir déployer ensemble. Mohamed Arqab a aussi évoqué les ambitions et les capacités de l'Algérie à investir les marchés du nord africain. L'Algérie dispose d'une capacité de production d'électricité de plus de 25 MW, ce qui lui permet de mettre en place une capacité journalière de 10 000 sur le marché régional à l'export. Nous allons construire des centrales de grande capacité, de 100 à 300 MW dans tout le territoire national. Et nous sommes en train de préparer une étude pour aller vers la rive nord par des câbles sous-marins qui vont transporter des quantités importantes d'électricité. L'Algérie a toutes les capacités d'être un facteur, un élément, un facteur majeur dans le développement des énergies renouvelables, des énergies nouvelles dans le monde. Et nous avons cette chance d'avoir un immense pays, beaucoup d'espace, beaucoup de possibilités de production et beaucoup de possibilités de transport. Vers le nord et vers le sud, nous ambitionnons à aussi ouvrir un projet. Nous sommes en train de l'examiner en courant continu vers l'Afrique pour transporter des quantités énormes à partir de nos centrales au sud, vers l'Afrique et vers le Sahel. C'est un projet que le président de la République nous a demandé fortement de l'étudier, de l'examiner et de l'inscrire dans cette période. Et nous sommes en train d'y travailler. L'Algérie, c'est un pôle de production d'énergie, bouquet diversifié. Et nous avons la compétence et la capacité de le faire. En Tunisie, la participation aux législatives revue à la hausse. Elle passe de 8,8% à 11,22%, faisant ainsi passer le nombre de votants de 803 000 à plus d'1 023 000 électeurs. Selon les résultats définitifs de l'instance indépendante des élections, seuls 21 candidats ont déjà été élus députés dès le premier tour, et ce sur les 161 membres que compte le Parlement tunisien. Le deuxième tour des législatives est annoncé dans 133 circonscriptions électorales. L'instance supérieure indépendante pour les élections a enregistré après le dépouillement de tous les votes 1 025 418 votants sur l'ensemble des bureaux de vote. Pour un taux de participation de 11,22%.
Et réagissant aux résultats du premier tour des législatives, le président tunisien affirme que le taux de participation ne peut mettre en doute la représentativité du prochain Parlement. Kais Saïed a soutenu que le taux de participation ne se mesure pas au premier tour, mais au scrutin dans son ensemble. Et pour finaliser le projet de la nouvelle constitution au Mali, une nouvelle commission composée d'une 50aine de personnes est mise sur pied. Elle aura pour mission pendant 2 semaines d'examiner et amender l'avant-projet de constitution. À la fin de sa mission, elle remettra au président de la transition le projet de constitution et un rapport de fin de mission. Le Conseil de sécurité des Nations Unies condamne fermement les récentes attaques terroristes perpétrées en Irak par le groupe terroriste Daesh. Les attaques ont tué lundi au moins 9 policiers et 8 civils irakiens. Le Conseil de sécurité onusien appelle à mettre les auteurs et commanditaires de cette attaque face à leurs responsabilités. Il appelle notamment les pays à coopérer activement pour combattre les menaces sur la paix et la sécurité internationale. Justement, la situation en Irak et au Moyen-Orient évoquée lors de la conférence de Bagdad II. Elle se tient cette année sur les rives de la mer Morte en Jordanie en présence des pays de la région à l'instar du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, de la Turquie et de la France. Seul acteur occidental présent pour cet événement, l'énergie et la sécurité alimentaire entre autres dossiers sur la table des discussions. Sofiane Baroudi. La conférence de Bagdad II se déroule sur les rives de la mer Morte, en Jordanie, avec pour objectif le renforcement des bases de la coopération et l'approfondissement du partenariat dans la région moyen-orientale. La présence des poids lourds de la région représentés par la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite ou encore l'Égypte est un indice fort révélant l'importance de l'événement et la centralité de la région pour la stabilité internationale. Pour rappel, la première conférence a eu lieu en août dernier à Bagdad, à l'initiative de l'ancien chef du gouvernement irakien et du président français, seul représentant d'un État occidental présent pour l'occasion. Les résultats de cette dernière conférence étaient mitigés, en raison de plusieurs facteurs, dont l'instabilité chronique que traverse la région. Emmanuel Macron a d'ailleurs affirmé l'engagement de son pays dans la voie de la stabilisation et de la sécurisation de l'Irak, dans le respect de sa souveraineté nationale. À ce propos, l'Irak a traversé une séquence marquée par une crise politique profonde qui a duré plus d'1 an. Le chef du gouvernement irakien actuel, Shia Soudani, a exprimé que la volonté de son gouvernement via cette conférence était l'optimisation de la lutte contre la corruption, érigée en priorité. Il a également argué que son pays était ouvert à la construction de partenariats bâtis sur le principe des intérêts partagés. D'autres pays de la région souffrent de crises multidimensionnelles, à l'instar de la Syrie, du Liban, de l'Iran ou encore du pays hôte de la conférence. Cette dernière devra dégager des pistes pour la résolution des problématiques liées à des thématiques névralgiques, comme la lutte contre le terrorisme, la sécurité alimentaire, la transition écologique ou encore la coopération énergétique. En marge de la session, plusieurs dossiers d'importance devront être discutés, à l'exemple de l'accord sur le nucléaire iranien. Dans ce siège, la présence de Joseph Borrell, coordinateur des pourparlers sur le nucléaire iranien, constitue un signal positif dans la perspective de l'approfondissement des discussions. Alors que le processus de Vienne semble battre de l'aile, le chef de la diplomatie iranienne a exprimé pour sa part que la conférence de Bagdad II pourrait être l'occasion pour aller de l'avant en vue de la finalisation des négociations d'un accord sur le nucléaire. Et ce sera le premier déplacement de Volodymyr Zelensky depuis le début du conflit dans son pays, le 24 février dernier. Selon la presse américaine, le président ukrainien est attendu ce mercredi à Washington pour une annonce d'une nouvelle assistance militaire américaine en faveur de l'Ukraine. Il devrait s'adresser au Congrès et rencontrer son homologue américain à la Maison-Blanche. La Chine et la Russie entament à partir de ce mercredi des exercices navals baptisés Eaux Conjointes 2022. Ces manœuvres sont effectuées dans la province chinoise du Zhejiang à l'est du pays. Selon la marine chinoise, ces exercices visent notamment à démontrer la détermination et la capacité des deux pays à répondre aux menaces de sécurité maritime et à maintenir la paix et la stabilité internationale et régionale.
C'était la dernière information de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. On se retrouve cet après-midi à 18h et 19h pour le journal de la rédaction.